Les lustres en cristal projettent une lumière crue sur la salle de réception. Léa serre son verre de champagne si fort que ses articulations blanchissent sous la pression. Autour d'elle, les conversations fusent, mais elle ne les entend plus. Elle se souvient du froid des appartements insalubres, de l'odeur de l'humidité sur les murs, du compte des centimes pour payer un loyer en retard. Ici, le silence est proscrit, le luxe est une obligation. Camille, rigide, évite les regards. Ses doigts tremblants effleurent nerveusement le bord de sa coupe. Chaque éclat de rire dans la pièce résonne comme une menace. Elles sont là, entourées de visages inconnus, mais leurs esprits sont ailleurs, ancrés dans une réalité qu'elles tentent désespérément de dissimuler. Camille pivote légèrement. Son regard se fixe sur Philippe, à quelques pas. Il rit avec un associé, mais Camille remarque ses doigts taper nerveusement sur le tissu de sa veste. Elle connaît la vérité. Fichiers cryptés, colonnes de chiffres incohérentes, aucune activité légale derrière. Chaque sourire de son mari est une transaction, chaque geste une diversion. Elle détourne les yeux, souffle court. Elle croise le regard de Léa. Un signal imperceptible passe entre elles. Sans un mot, elles se séparent de la foule, s'engouffrant dans un couloir désert, loin des lustres et des regards indiscrets. Ici, l'air est plus frais, presque glacial. Léa s'appuie contre le mur, ses mains tremblent en ajustant sa pochette. Elle a les yeux rougis par l'effort de contenir sa panique. Camille s'approche, elle ne dit rien. Elle pose simplement sa main sur l'épaule de son amie, une pression ferme, un ancrage dans le chaos. Le mardi suivant, la lumière crue d'une salle de réunion aux murs gris remplace l'éclat des lustres. Julien Morel est déjà assis. Il ne lève pas les yeux à leur entrée. Devant lui, 2 dossiers épais reposent sur la table en acajou. Il les fait glisser d'un geste sec. Les couvertures cartonnées heurtent le bois avec un bruit sourd. Léa et Camille s'approchent, les mains moites. Elles ouvrent les dossiers, les photos, les relevés bancaires aux chiffres vertigineux et les noms des sociétés écrans s'étalent sous leurs yeux. Chaque page est une preuve irréfutable. Morel croise ses doigts, son regard fixe les 2 femmes sans ciller. « Vous avez 48 heures, lance-t-il. Sa voix résonne contre les parois, froide, tranchante comme une lame. Le silence qui suit est électrique, chargé de la fin imminente de leur vie d'avant. Elles quittent la salle, mais le sol semble se dérober sous leurs pas. 48 heures. Le compte à rebours a commencé. Elles rentrent. La porte se verrouille avec un clic métallique. Le confort de leur demeure leur semble soudain étouffant. Chaque objet, chaque dorure devient une entrave. Elles s'isolent, coupent les téléphones, se coupent du monde. Dans le salon, elles vident leurs sacs sur la table basse. Le plastique des pochettes craque. Camille sort un carnet caché dans un double fond de valise. Page jaunie, écriture serrée. Elle pointe du doigt les colonnes de chiffres, les dates précises, les noms des victimes escroquées par Philippe. Léa, en réponse, dépose les clauses de son contrat de mariage. Elle a annoté les marges avec la précision d'un juriste, soulignant chaque faille, chaque manœuvre illégale. Il n'est plus question de stratégie, mais de survie. La peur a laissé place à une froide détermination. Elles savent maintenant que chaque preuve est un clou de plus dans le cercueil de leur ancienne vie. Le 2e soir, le ciel s'effondre. La pluie martèle les vitres, isolant la pièce du monde. Camille observe les gouttes glisser sur le verre, puis elle se tourne vers la table basse. Elle saisit le carnet aux pages jaunies, celui qui contient la vérité sur les victimes de Philippe. Ses doigts tremblent légèrement, mais elle ne recule pas. Elle fait glisser le carnet sur la surface de bois. Le bruit du papier qui frotte est le seul son dans la pièce. Léa se penche, ses yeux parcourent les chiffres, les noms, les dates. Elle s'arrête sur une ligne, puis une autre. Elle lève les yeux vers Camille. Il n'y a plus de doute. Léa pose sa main droite sur celle de Camille, pressant fermement. La peau contre la peau, une pression froide et déterminée.
Ce contact scelle leur décision. Elles ne sont plus des spectatrices de leur propre déchéance, elles deviennent les architectes de la chute. La pluie redouble d'intensité, noyant les bruits de la rue, mais dans le salon, tout est immobile. Elles retirent leurs mains, mais le pacte est gravé. Le lendemain, le soleil perce à peine la grisaille. Elles entrent dans le bureau de Julien Morel. Sans un mot, elles déposent les dossiers sur le bureau en métal. Morel ouvre les chemises, feuillette les pages, puis referme brusquement le tout. Le signal est donné. Quelques minutes plus tard, les sirènes déchirent l'air du quartier d'affaires. Des hommes en uniforme investissent les bureaux de Marc Fontaine. Ils enfoncent les portes, renversent les chaises, saisissent les serveurs, câbles arrachés, disques extraits. Dans le même temps, les agents bancaires bloquent les accès aux comptes. Les écrans de contrôle affichent des messages d'erreur en rouge vif. Philippe Arnaud, surpris en pleine réunion, voit les scellés être posés sur ses dossiers confidentiels. Les coffres-forts sont forcés, révélant le vide. Les empires de Marc et Philippe se fissurent. Les murs des bureaux semblent se dérober. Les employés quittent les lieux, emportant leurs affaires dans des cartons. Les dirigeants sont escortés vers la sortie, mains vides, regards perdus dans le chaos de leur chute. Le lendemain, les kiosques à journaux affichent leurs visages en première page. Les titres en lettres grasses hurlent la trahison. Les passants s'arrêtent, pointent du doigt. Les téléphones crépitent de notifications incessantes. Léa ouvre sa porte. 2 huissiers se tiennent sur le palier, un document officiel à la main. Ils entrent sans demander. Ils ouvrent les tiroirs, étiquettent chaque objet. Les bijoux sont retirés des écrins. Les montres sont placées dans des sachets plastiques. Les tableaux sont décrochés des murs. Léa regarde les espaces vides laissés sur les cloisons. Elle empile ses quelques effets personnels dans 2 valises. Elle dépose les clés sur la console en marbre, désormais dépouillée de tout. Elle sort dans la rue, mais les visages familiers se détournent. Les anciens amis traversent la chaussée pour éviter de croiser son regard. Elle marche, mais le poids de l'opprobre la ralentit. Elle s'assoit sur un banc public, les mains serrées sur ses bagages. Le silence s'installe, lourd, définitif. Elle est seule. 12 mois ont passé. Léa tourne la clé dans la serrure d'un studio exigu. Elle dépose un sac de course sur la table en bois brut. Le soleil traverse une fenêtre étroite, éclairant la poussière en suspension. Elle prépare un café, le geste est lent, précis. Elle ne regarde plus par-dessus son épaule. Elle s'assoit, ouvre un livre, et le silence de la pièce ne l'oppresse plus. De son côté, Camille vit dans un appartement calme. Son téléphone vibre sur le bureau. Elle décroche. À l'autre bout, une voix hésitante raconte une histoire de contrats falsifiés et de menaces. Camille prend des notes. Elle ne se cache plus. Elle explique les démarches, détaille les recours. Sa voix est ferme, assurée. Elle a troqué les dîners mondains pour ses appels nocturnes. Chaque conversation est une pierre posée pour reconstruire une intégrité perdue. Elle raccroche et regarde par la fenêtre. Dans leurs espaces respectifs, Léa et Camille ont trouvé un équilibre. Elles ont retrouvé le droit d'exister pour elles-mêmes. Un après-midi, sur une place publique, Léa et Camille marchent côte à côte. Elles croisent Julien Morel. L'homme s'arrête net. Il observe les 2 femmes, puis incline la tête, un geste rare, empreint d'une reconnaissance sincère. Aucun mot échangé, le passé s'évapore dans un instant de respect. Elles repartent, pas légers. Plus tard, assises sur un banc, elles contemplent l'horizon. Le silence entre elles n'est plus une stratégie, mais une complicité. Elles ont tout perdu, mais se sentent entières. La ville s'agite autour d'elles, indifférente. Elles savent que ce prix était nécessaire pour retrouver leur clarté. Le soleil décline, étirant leurs ombres. L'immensité de la ville apparaît peu à peu, et un calme profond s'installe, comme si tout retenait son souffle. Le vent souffle, emportant les derniers échos de leur ancienne vie. Elles se lèvent et s'éloignent, laissant derrière elles le poids des faux semblants. Elles ne sont plus des ombres, elles sont enfin libres. La question demeure.
suspendue dans l'air, lancinante, face à l'abîme. Auriez-vous eu le courage de tout lâcher pour la vérité? Toi qui regardes cette vidéo, dans cette situation, les mains dans le carnet de Camille, le regard de Léa en face de toi, la peur dans le ventre et les années de confort sur la balance. Qu'est-ce que tu aurais choisi? Écris-le en commentaire. Pas le choix idéal, le vrai, ce que tu aurais vraiment fait. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir ne serait-ce qu'une seconde, laisse un like, ça prend 2 secondes et ça compte énormément. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partage-la. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.